Brève explication de ce qu'il se passe au Venezuela. Tout comme nous, vous avez sûrement entendu dire qu'il se passe quelque chose au Venezuela ces derniers temps. Comme à chaque fois dans ces cas-là, nous sommes inondés d'informations provenant des médias privés qui ont leurs propres intérêts. Comme toujours, on entend le même refrain, avec des concepts faits pour nous faire peur et non pour nous informer. On utilise directement les grands mots. Répression, dictature, censure. Mais nous sommes déjà habitués à lire en filigrane les intérêts de l'oligarchie, des banques et de l'empire nord-américain qui se cachent derrière ces informations. Nous allons essayer d'avoir une lecture plus profonde et de comprendre ce qu'il se passe réellement au Venezuela. Il est très important de faire une analyse géopolitique. Tout d'abord, il faut savoir que le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole connues dans le monde. Pour bien comprendre ce qu'il se passe au Venezuela, il faut aller voir ce qu'il se passe chez son voisin du Nord, les États-Unis. C'est une des sociétés les plus consommatrices de dérivés du pétrole dans le monde. Premièrement, en ce qui concerne la consommation d'essence, les États-Unis ont le plus haut pourcentage de véhicules par habitant de la planète, et bien sûr, il y a le besoin d'autres dérivés du pétrole, comme les plastiques, les vêtements et les cosmétiques. Pour soutenir cette société dépendante du pétrole, les États-Unis doivent importer 60% du pétrole qu'ils consomment. Essayons d'avoir un regard plus général. D'où vient le pétrole qui est consommé aux États-Unis ? Le Moyen-Orient est une région clé. Les États-Unis importent une partie importante de leur pétrole d'Arabie Saoudite, du Qatar et des Émirats Arabes Unis. Avec ses alliés, ils ont une stratégie pour avoir une hégémonie politique dans la région. Ce sont ces intérêts énergétiques, gaz et pétrole, qui sont derrière la guerre en Irak, les violences actuelles en Syrie, l'occupation en Palestine et l'intervention en Libye. Donc, après avoir analysé tout cela, un calcul très simple nous permet de comprendre pourquoi le Venezuela est si important pour les États-Unis. Le pétrole qui vient du Moyen-Orient passe par le détroit d'Ormuz, fait le tour de l'Afrique par le sud jusqu'au Texas. Ce voyage dure de 40 à 45 jours, alors que le pétrole vénézuélien ne prend que 4 à 5 jours pour arriver aux États-Unis. En comparant les coûts d'acheminement entre le Moyen-Orient et le Venezuela, on comprend mieux quels sont les intérêts nord-américains dans tout ça. Il est très important de comprendre comment ces intérêts ont déterminé l'histoire du Venezuela. Pendant plus de 40 ans, celle-ci fut déterminée par ce que l'on a appelé le pacte de Punto Fijo. Un accord politique passé entre les deux principaux partis du pays, Action démocratique et COPEI, le comité d'organisation politique électorale indépendant. Grâce à ce pacte, ils ont coordonné un programme politique commun. La seule chose qui changeait, c'était l'alternance entre l'un et l'autre parti en fonction des élections. Ces deux partis de droite ont séquestré totalement la démocratie vénézuélienne pendant plus de 40 ans. Ils ne faisaient que défendre les intérêts de l'oligarchie, laissant le peuple vénézuélien sans aucune représentation politique. Ce qui a permis de garantir un baril de pétrole à bon prix pendant toutes ces années pour les États-Unis. Cela a généré énormément de mal-être au sein du peuple qui a commencé à se manifester de plus en plus et de plus en plus fort. En février et mars 1989, ces manifestations sont arrivées à un niveau extrême et s'est produit ce que l'on a appelé le Caracazo, ce moment tristement historique pour le Venezuela où le gouvernement a donné l'ordre de tirer sur les manifestants. Plus de 3000 personnes sont mortes en une semaine. Parmi les dirigeants militaires qui ont refusé de tirer sur les manifestants pendant le Caracazo, il y en avait un très particulier, le commandant Hugo Chávez Frías. Après un essai raté de coup d'état militaire pour faire tomber ce régime assassin de l'oligarchie, le commandant Chávez s'est présenté aux élections et fut élu en 1998 président de la République de Venezuela. Le gouvernement du commandant Chávez a signifié un changement historique pour les Vénézuéliennes et les Vénézuéliens. Tout d'abord, grâce à l'énorme renforcement de la démocratie dans le pays. Toutes les institutions de l'État ont été restructurées plus démocratiquement grâce à l'Assemblée nationale constituante. En 15 ans de révolution bolivarienne, il a été organisé pas moins de 19 élections, dont 18 ont été remportées par le processus révolutionnaire.
Ce processus de démocratie représentative permanente est renforcé par différents procédés de démocratie participative. Les politiques sociales ont également généré d'importantes avancées. La pauvreté est passée de 54,2% en 1995 à 23,9% en 2012. La mortalité infantile a diminué de 50%. La santé et la sécurité sociale représentent ensemble 21% du budget de l'État. Les inscriptions universitaires sont passées de 800 000 à 2 600 000. Il y a 75 universités publiques sur tout le territoire. L'analphabétisme a été éradiqué dans tout le pays. Évidemment, l'Empire nord-américain n'est pas resté les bras croisés en voyant que, pour la première fois de son histoire, un gouvernement vénézuélien s'occupait beaucoup plus de son peuple que des intérêts nord-américains et que le nouveau processus d'unification et d'émancipation de l'Amérique latine menaçait son hégémonie politique. En 2002, les États-Unis ont clairement soutenu un coup d'État contre le gouvernement démocratiquement élu d'Hugo Chavez. Suite à cette tentative déjouée grâce à la mobilisation populaire, ils ont fomenté un sabotage économique via une grève du pétrole soutenue par l'oligarchie. Ce nouvel essai de déstabilisation a également échoué. Ce qu'il se passe actuellement n'est autre qu'une nouvelle tentative de déstabilisation. Mais la stratégie actuelle est différente. C'est ce que l'on appelle le golpe suave. La première étape est la guerre économique. Malgré les multiples changements dans l'économie du Venezuela, le pays continue à dépendre de manière importante des importations pour satisfaire les besoins de base. L'oligarchie, qui est historiquement responsable de cette situation, essaye maintenant d'en profiter. D'un côté, certains industriels qui font partie de cette oligarchie et qui veulent en finir avec le processus révolutionnaire génèrent une pénurie de multiples produits de base pour créer un mécontentement de la population. D'un autre côté, certains secteurs de l'importation qui veulent aussi en finir avec le processus, spéculent grâce au dollar au lieu de les utiliser pour importer des produits de première nécessité. Ceci démontre, une nouvelle fois, le cynisme de cette oligarchie vénézuélienne qui est prête à tout pour reprendre le pouvoir. Maintenant, voyons le deuxième et sans doute le plus important des axes du golpe suave, qui porte sur la manipulation médiatique. L'opposition putschiste vénézuélienne est à double face. L'une qui se montre pacifique, et l'autre qui est clairement violente. Certains médias de communication tant au Venezuela qu'à l'extérieur sont devenus l'axe central de cette stratégie de golpe suave en manipulant de façon honteuse les faits qui se passent sur le terrain. Ils veulent faire croire au monde entier que le gouvernement vénézuélien réprime violemment de simples manifestants pacifiques. Mais cette histoire, on ne la connaît que trop bien. Nous ne tomberons pas si facilement dans cette pratique. Si l'on regarde l'histoire de ces dernières années en Amérique latine, on se rend compte que les États-Unis et les oligarchies ne sont pas restés les bras croisés face au mouvement progressiste. Il y a eu tout d'abord le premier essai de coup d'État en 2002 au Venezuela, puis en 2010, le coup d'État en Honduras qui malheureusement a réussi. Par la suite, ce fut le tour de l'Équateur où, par chance, la tentative de coup d'État en 2010 n'a pas réussi. Mais on ne s'arrête pas là. Le gouvernement du Paraguay de Lugo n'a pas eu cette chance et en 2012 a été victime aussi d'un coup d'État parlementaire. Finalement, en 2012 et 2014, on a également dénoncé des tentatives de coup d'État en Bolivie. Actuellement au Venezuela, l'histoire essaie de se répéter, mais nous ne laisserons pas cela arriver. Nous, les peuples d'Amérique latine, avons beaucoup appris de notre passé. Et cette fois-ci, nous ne permettrons ni à l'Empire nord-américain, ni aux oligarchies nationales de faire échouer le processus de changement dans lequel nous sommes. Courage et force, compañeros vénézuéliens. Ne laissons pas se réaliser ce golpe suave. Venezuela, corre en mi alma y en mis venas, representando a mi bandera, de chamo lo aprendí.